Nous avons commencé ce travail en décembre dernier. L'idée, c'est de pouvoir le terminer avant le mois de juin, mais en tout cas dans le courant du mois de juin. Pour organiser les choses, donc sur la journée, je visite 4 communes. Le souhait, c'est de garder à peu près 1h30 de discussion avec le conseil municipal. Et le soir, donc, on convoque une réunion publique sur une de ces 4 communes. Je comprends bien que ce n'est pas toujours facile de pouvoir se rendre à ces réunions publiques. Moi, je voudrais remercier en tous les cas le public, ceux qui ne sont pas élus, de pouvoir s'y rendre, parce qu'on entend dans les temps qui courent beaucoup de besoins de débat, de participation à ce débat, etc. Moi, j'ai finalement pas attendu le mouvement des Gilets jaunes, parce que je l'avais annoncé l'an dernier lorsque je m'étais présenté à l'élection. Je ne vous l'ai pas dit, oui, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis président du Grand FIJAC. J'ai succédé à Martin Malny qui a souhaité se retirer. Et j'avais dit à ce moment-là que je ferais l'exercice que je suis en train de vous présenter, tout simplement parce que je sentais effectivement qu'il y avait un besoin de rencontrer la population de notre communauté de communes et puis les élus également, et c'est la raison pour laquelle on fait ce travail. J'ai souhaité également qu'on puisse, au niveau des services, avoir une présence au plus haut niveau, de manière à ce qu'ils puissent eux aussi comprendre quelles étaient les attentes d'une part de la population, mais d'autre part des conseils municipaux. Donc c'était dans cet esprit-là qu'on a bâti un peu ces rencontres. Et à la fin de ces rencontres, c'est-à-dire au mois de juin, je demande donc au vice-président de me faire des synthèses des journées de rencontres, et à la fin on fera une synthèse un peu générale et on ira le présenter au conseil de développement. Donc le conseil de développement, c'est l'émanation territoriale en fait de la représentation, qu'elle soit associative, culturelle, éducative, etc. Donc il y a une trentaine de membres à ce conseil de développement et on ira leur présenter le ressenti et nos travaux, en tous les cas la synthèse qu'on aura à ce moment-là élaborée. Moi, en tous les cas, pour ma part, puisqu'on est un habitant, je suis à la moitié, je suis très content du travail qu'on fait, parce que je crois qu'il est nécessaire. Je crois aussi qu'on apprend beaucoup de choses qui nous sont remontées de par les communes. Alors, pas que des choses qui vont, au contraire, moi je ne suis pas là pour entendre que ce qui va bien. Si vous avez des sujets qui peuvent fâcher, il faut aussi le dire, parce que c'est pas la peine de contourner les problèmes, il faut savoir les affronter. Donc, on voit avec l'ensemble des communes quels sont des sujets qui pourraient être améliorés dans la relation commune-intercommunalité. Voilà. Et dans la relation habitant-intercommunalité, c'est le même sujet. On a voulu juste faire un rapide retour sur les institutions telles qu'elles sont organisées au niveau national. Bon, vous avez évidemment, vous le savez tous, que la France est une république divise laïque, démocratique et sociale, avec une organisation, si je commence par la base, parce que pour moi c'est le plus important, au niveau des communes. Donc on a 34 970 communes aujourd'hui, c'est le petit pavé en bas, qui ont élu donc 521 661 conseillers municipaux sur l'ensemble de leur commune. Évidemment, c'est un suffrage universel direct, comme vous le connaissez, c'est souvent l'échelon qu'on connaît le mieux. Et ensuite, donc, on élit en commune les délégués intercommunaux. Donc, on a à ce jour en France 12 300 syndicats intercommunaux, dans lesquels on retrouve 1260 métropoles, donc ça, ce sont des grosses collectivités, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes. On y reviendra tout à l'heure parce que vous verrez par rapport à ça le travail qui a été fait sur notre territoire. Ensuite, donc, on a, à côté de ces 34 970 communes, on a 120 départements qui sont représentés par 4 108 conseillers départementaux, donc vous devez connaître les vôtres, et qui eux aussi sont élus au suffrage universel direct. 18 régions, après la réforme des régions qui a été portée en, je crois que c'était 2016, et donc là on retrouve 1757 conseillers régionaux qui eux aussi sont élus au suffrage direct. Donc ce bloc-là, c'est ce qu'on appelle le bloc des collectivités locales. Donc en dessus, il y a le pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée nationale et ses 577 députés qui eux aussi sont élus au suffrage universel direct, et donc le Sénat, dont on entend également parler, 348 sénateurs
qui eux sont élus par un collège de grands électeurs qui sont une représentation en fait des collectivités locales que vous avez en dessous. Et puis après, donc, le pouvoir exécutif qui est représenté par le président de la République, qui lui est élu au suffrage universel direct, et son gouvernement qui est nommé par ce dernier. Ce qu'on a voulu aussi mettre en parallèle, c'est les moyens qui sont affectés à chacune de ces organisations. Donc l'État gère un budget de 446 milliards d'euros. Ses principales recettes reposent sur de la fiscalité, avec l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la TICPE qui est, on appelait ça avant la TIPP, donc c'est la taxe intérieure sur les produits énergétiques. Avant c'était sur les produits pétroliers, donc on en entend beaucoup parler ces jours-ci dans le contexte des Gilets jaunes. Donc ça c'est grosso modo ce que gère l'État, et puis en dessous donc les collectivités locales et les 233 milliards d'euros qui composent le budget de ces mêmes collectivités. Là la fiscalité, c'est les impôts locaux, hein, vous devez connaître ça, la contribution foncière aux entreprises, la CFE, enfin, par le passé c'était la taxe professionnelle, donc aujourd'hui c'est la CFE, entre autres, la taxe foncière, la taxe habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans la présentation, on y reviendra un peu plus précisément après, pour voir comment est-ce que c'est organisé. Donc voilà le schéma, hein, c'est juste un bref rappel, pour qu'on sache à peu près dans quel contexte on travaille dans notre pays. On va rentrer maintenant un peu plus précisément sur la présentation de notre communauté de communes, pour que vous sachiez dans quel ensemble intercommunal vous vivez. Donc nous sommes 45 161 habitants sur cet ensemble intercommunal. Ce qui est à remarquer, c'est qu'on a quand même une croissance démographique qui reste importante, puisqu'on gagne en 20 ans sur le territoire, il y a plus 6,5% de population qui a été gagnée. Alors je vois des gens qui prennent des notes, vous pouvez, ça ne me gêne pas du tout, mais vous pouvez aussi aller chercher ce document sur le site internet de la communauté, parce qu'il est libre à tous. Voilà, donc c'est juste pour si certains veulent s'y rendre. Donc une croissance démographique qui reste importante. L'année 2018 a d'ailleurs été également en croissance, puisqu'on a gagné 0,2%. Sur la carte d'à côté, donc, vous voyez les communes qui sont, donc c'est la carte évidemment de la communauté de communes, hein. Les communes qui sont en rouge, ce sont celles qui gagnent plus de 30% de population sur cette même période. Celles qui sont en orange, ce sont celles qui gagnent de 10 à 30% de population par an. Celles qui sont en gris, ce sont celles qui font de 0 à plus 10%. En bleu ciel, de 0 à moins 10%. Et en bleu foncé, ce sont celles qui perdent entre 10 et 15% d'habitants. Pas par an, pardon, sur la période, hein, sur les 20 ans. Ce sont celles qui ont gagné ce que je vous indiquais sur la période des 20 ans. Donc on voit effectivement qu'il y a une croissance démographique qui se fait généralement autour des villes-centres, hein, mais comme vous pouvez le voir, alors la petite flèche, voilà, est sur la commune de Figeac. On dit toujours que la communauté est faite pour Figeac, pour servir Figeac, pour faire grossir Figeac, mais en tous les cas, d'un point de vue démographique, c'est pas Figeac qui en profite, puisque que ce soit Figeac comme Cap de Nangar, ils sont plutôt dans le zéro, autour de zéro. Voilà, donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Nous, l'idée, c'est évidemment de faire profiter un maximum de communes de la dynamique telle qu'on la connaît aujourd'hui sur le territoire. On voit qu'aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. On a malheureusement quelques écarts qui ont du mal à retrouver une dynamique démographique. Je veux parler notamment du nord du territoire et du secteur de la Tronquière, où l'agriculture s'est quelque peu affaissée ici comme ailleurs d'ailleurs, hein, mais malheureusement là il n'y a pas eu de substitution par l'industrie, et on a du mal à amener les habitants de ce territoire sur les zones d'activité que nous avons, donc qu'elles soient à Bagnac, à Figeac, à Cambes ou ailleurs. Donc cet ensemble représente aujourd'hui 92 communes, 1300 km². On gère 2100 km de voirie, hein, c'est la voirie communale qui a été transférée à la communauté de communes. Donc oui, c'est un ensemble assez important. D'un point à l'autre de la communauté de communes, sur l'écart le plus important, vous avez 75 km. Sur ce qu'on peut lire en dessous, donc 14e communauté de communes en France par le nombre de communes regroupées, donc ça c'est très bien, mais en fait ça nous apporte rien du tout, donc moi j'en parle rarement.
Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté des élus, ça a été de regrouper donc 4 communautés de communes, donc Figeac Communauté, Cos-Ségala-Limargue, qui était sur le secteur de la Capelle-Marival, Vallée-Écosse, qui était sur le secteur de l'Hivernon, et le Haut-Ségala, qui était sur le secteur de la Tronquière. Mais c'est aussi l'effacement de 15 syndicats, qui, du fait que cette communauté se soit mise en place, ces syndicats ont disparu. Donc on entend beaucoup dire qu'il y a trop d'élus. Ici, le boulot a été fait, parce qu'à travers la disparition de toutes ces structures, c'est beaucoup d'élus aussi qui n'ont plus été en fonction. J'insiste sur le fait que ce sont, dans tous les cas, des élus sur un suffrage universel indirect, puisque c'est des élus qui sont nommés par la représentation communale. Une autre caractéristique qui est propre aux zones rurales, c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Donc on a une densité de 34 habitants par kilomètre carré. La France en moyenne est évidemment beaucoup plus densifiée puisqu'elle est à 113 habitants par kilomètre carré. Mais chez nous, donc, ça nous oblige évidemment en termes de longueur de voirie par habitant, longueur de réseau, que ce soit plus bien, que ce soit le réseau d'eau, etc. par habitant. Ben oui, les coûts sont plus élevés parce qu'on est en zone rurale. Mais ça, on le savait avant de commencer à l'exposer. Quelque chose qui est un peu plus particulier, c'est notre zone d'emploi. Donc nous avons une zone d'emploi selon l'INSEE qui compte à peu près 17 000 emplois. Donc je veux parler des emplois marchands, qui sont importants, des emplois de services, qui sont très importants. Les services sont le premier employeur du secteur. Mais une particularité pour notre territoire, c'est l'emploi industriel. On a 27% d'emplois industriels, quand la France en compte en moyenne à 13,6. Donc ça, c'est assez exceptionnel, mais c'est surtout exceptionnel du fait qu'on soit une zone aussi rurale que la nôtre. Bon, dans le même temps, on constate un taux de chômage qui est relativement faible, puisqu'il est de 6,9%, quand la France est à 10,2%. Ça nous oblige, que ce soit les communes ou la communauté de communes, à créer les conditions d'attractivité pour pouvoir accueillir des populations extérieures, parce que le sol migratoire est obligatoire si on veut faire tourner l'outil productif de la communauté de communes, que ce soit chez les artisans, chez les entrepreneurs, ou que ce soit aussi d'ailleurs dans les secteurs marchands et sociaux. Donc il faut qu'on accueille des populations de l'extérieur, et pour ça, il faut qu'on crée les conditions d'accueil. C'est souvent du service, c'est aussi du logement. Les communes sont en responsabilité sur cette question-là, avec un logement de qualité, parce qu'on peut dire qu'on a beaucoup de logements, mais faut-il qu'ils soient de qualité aussi. Voilà, donc c'est des conditions sur lesquelles il faut qu'on travaille avec les communes. Donc vous voyez, la France est à 10,2, ici on est à 6,9 en termes de chômage. Après, là aussi c'est un peu plus à visée pédagogique, mais moi je crois qu'il faut que les gens sachent pourquoi est-ce qu'on a fait cet ensemble intercommunal. Beaucoup disent que c'est évidemment quelques élus qui ont eu plaisir à construire un grand ensemble intercommunal. L'idée, c'est d'abord de pouvoir conserver des moyens pour répondre aux enjeux du territoire. Conserver des moyens, ça veut dire aller chercher et aller optimiser les dotations que perçoivent les territoires. Donc ici, on a, ici comme ailleurs, les communes de France ont ce qu'on appelle une dotation globale de fonctionnement. Elle leur est versée chaque année, elle n'a pas été remise en question. Les communautés de communes fonctionnent avec ce qu'on appelle une dotation d'intercommunalité. Cette dotation d'intercommunalité, elle représente chez nous 39,40 € par habitant. Vous avez entendu comme moi, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement, les gouvernements successifs, ont choisi de mettre en place le redressement des finances publiques et donc ont décidé de ponctionner dans les caisses des communes, des communautés de communes et des régions et des départements d'ailleurs, pour pouvoir redresser les finances publiques. J'ai juste oublié de dire d'ailleurs que les communes, les communautés de communes, les départements et les régions sont obligés de voter des budgets à l'équilibre. L'État, lui, peut fonctionner avec un budget qui n'est pas à l'équilibre. Donc ça, c'est une grande différence qui est notable parce que nous, on n'a jamais la possibilité de présenter des budgets en déficit, et c'est heureux d'ailleurs, parce que là aussi, ça nous oblige. Donc, on a 39,40 € par habitant. Quand l'État a pratiqué sa ponction sur notre dotation, il nous reste 10,37 € par habitant. Si on n'avait rien fait, c'est-à-dire si on avait laissé les communautés telles qu'elles étaient jusqu'alors, par les règles qui sont appliquées en France, aujourd'hui, on aurait sur le même périmètre, on rendrait de l'argent, globalement, on donnerait de l'argent à l'État.
Et je vais vous l'illustrer par une communauté de communes que je suppose vous connaissez peut-être pas, mais enfin, vous savez où elle est, la communauté de communes de Mende en Lozère, qui est un territoire au moins aussi rural que le nôtre. Eux, ils ont fait des choix qui sont différents des nôtres. Ils ont décidé de rester à l'échelle, à une petite échelle, c'est-à-dire 7 communes regroupées autour de la ville-centre de Mende. Et bien aujourd'hui, Mende se retrouve contributeur au budget national sur sa dotation d'intercommunalité, et un autre fonds aussi, qui s'appelle le fonds de péréquation intercommunale et communale, où là aussi il se retrouve contributeur. Donc un territoire aussi rural que Mende, avec toutes les difficultés qu'on a ici, eh bien il se retrouve à devoir verser de l'argent à l'État plutôt que d'en recevoir. Moi je trouve ça proprement scandaleux, mais c'est vrai que si on ne s'était pas organisé, on serait globalement dans la même situation. Et on aurait effectivement du mal à répondre aux enjeux, comme je vais vous le citer tout à l'heure. Juste une autre petite information, parce que comme ce soir il y a beaucoup plus que des élus, il faut que vous le sachiez aussi. En France, on a les communautés de communes, comme vous avez pu le voir, les communautés d'agglomération et les métropoles. Pour être communauté d'agglomération, soit il faut être préfecture, soit il faut avoir une population de plus de 50 000 habitants avec un ensemble urbain de plus de 15 000 habitants. Nous aurions, nous, l'ensemble urbain de plus de 15 000 habitants, puisque Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut, Lunan et Figeac font plus de 15 000 habitants, même on peut aller chercher d'autres communes si on le souhaite, mais en tout cas ça fait plus de 15 000 habitants. Malheureusement, nous ne sommes pas à 50 000 habitants. Et si nous étions à 50 000 habitants et donc communauté d'agglomération, nous aurions certainement autour de 3 fois plus de dotation d'intercommunalité. C'est la moyenne en France. Les communautés d'agglomération ont 3 fois plus de dotation que les communautés de communes. Ne me demandez pas pourquoi, certainement parce qu'on considère qu'elles doivent assumer des charges de centralité, en tous les cas. Moi je trouve que c'est proprement scandaleux et ça renforce la fracture territoriale telle qu'on la connaît. Et pour vous donner un exemple, il y a une communauté d'agglomération dans le Lot, non pas que je veuille la stigmatiser, hein, c'est le Grand Cahors, qui a moins d'habitants que nous, mais qui, du fait qu'il soit préfecture et communauté d'agglomération, eh bien le Grand Cahors, pour vous donner un ordre d'idée, quand nous avons 10,37 €, ils ont 55 € par habitant. Et ça, c'est des dotations qu'on a chaque année. Donc, je veux dire, ce n'est pas des subventions qu'on va chercher pour tel ou tel projet. Donc ça, je crois qu'il faut aussi que le grand public le sache. De la même manière, il y a d'autres sujets dont on pourrait discuter. Le très haut débit, les communautés d'agglomération, les métropoles, ce sont les opérateurs qui sont obligés de déployer le très haut débit. Chez nous, c'est à nous nous débrouiller. Donc, pour ce qui nous concerne, heureusement, le département a fait un bon travail. Il s'est groupé avec le Lot, l'Aveyron et la Lozère pour déployer le très haut débit. Pour autant, il faut que notre communauté de communes contribue, et elle contribue à hauteur de 300 000 € pendant 15 ans. Là où une communauté d'agglomération n'aura pas à payer. Donc je vous le dis parce que ça fait aussi partie des choses qu'il faut qu'on sache et qu'on comprenne bien que la ruralité, elle a besoin de se battre, de se faire entendre et d'essayer d'aller chercher quelques victoires sur des sujets comme ça. Et vous pourrez compter sur moi parce que tant que j'y serai, je ferai tout ce que je peux pour faire corriger ces choses-là. Donc, en dessous, on a mis un coefficient d'intégration fiscale. En fait, c'est la dernière explication que je vais vous donner, mais elle est également importante. C'est en fait un ratio dont se sert le Bercy pour calculer la dotation d'intercommunalité. Dès lors qu'on est en dessous 50% de ce ratio, on a une dotation d'intercommunalité qui est retaillée. Alors il faut toujours qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Et ce ratio, en fait, c'est l'expression des compétences qui sont exercées par la communauté de communes. C'est-à-dire les communes, on le verra tout à l'heure, mais ont un bloc de compétences qu'elles souhaitent qu'elles exercent et un autre qu'elles peuvent faire exercer à la communauté de communes. Donc on est obligé d'être très vigilant sur ce sujet et c'est 48,86%. Pour vous l'illustrer concrètement, quand vous et moi payons 100 € d'impôts ménage, c'est-à-dire la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti ou non bâti, qu'on isole la part départementale, il y en a 48,86 qui vont dans la caisse de la communauté de communes et le reste dans la caisse de la commune, pour faire fonctionner donc chacune de ces collectivités. Voilà, donc, mais c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très vigilant parce que on n'a pas, si on est à la moyenne nationale, par exemple, qui est à 36,62, eh bien, on se voit encore une fois retailler notre dotation d'intercommunalité.
Alors, j'essaye de vous donner ces explications pour bien comprendre qu'on ne vit pas non plus dans un monde qui, d'une part, n'est pas stabilisé, mais qui, d'autre part, est assez hostile et il faut toujours essayer de s'adapter. Bon, je vais essayer d'aller relativement vite sur les points qui sont ici présentés. Donc, on a voulu mettre un peu à l'exergue ce qu'on considère comme étant des points forts du territoire. Donc, un territoire dynamique, hein, je crois que chacun conviendra. En termes d'emploi, bon, le Grand Figeac, c'est entre 150 et 200 créations d'emplois nets par an. Alors, quand je dis le Grand Figeac, je m'exprime mal, c'est le territoire du Grand Figeac. Parce qu'il est clair que la réussite, elle est du côté des entreprises et pas du côté de la collectivité. Nous, on est là pour accompagner les projets, pour en aider certains à se développer. Mais on a quand même ce constat, donc 150 à 200 emplois qui sont créés chaque année sur le territoire. Une population, comme on a pu le voir, qui reste dans une dynamique assez intéressante. Un autre indicateur qui est à remarquer, c'est les actifs de plus de 40 ans, parce qu'on a plus que d'autres territoires, des actifs de plus de 40 ans qui viennent s'installer ici. Et je crois que ça relate bien de l'attractivité de notre bassin de vie. Et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant, parce qu'il me semble que c'est important. Évidemment, les entreprises vont les chercher. Hein. Ce sont des gens qui ont une expérience et des compétences. Mais ce sont des gens aussi qui sont démarchés avec des postes qui peuvent se trouver sur des métropoles ou des endroits où est-ce que l'attractivité est quelque peu différente. On vient d'être labellisé territoire d'industrie. Donc c'est un label qui est attribué par l'État. Il y a 134 territoires d'industrie en France. Il y en a, en fait, nous sommes dans la première vague, donc des 30 premiers. Nous avons d'ailleurs été pris un exemple. J'espère que ça nous apportera quelque chose, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas été assez loin pour avoir des certitudes par rapport à ce territoire d'industrie. Sur l'aspect donc historique et culturel, on a effectivement une richesse exceptionnelle. Donc il y a tout ce qui est patrimonial, et on y reviendra tout à l'heure, mais quand je suis à Saint-Perdou, je ne peux pas ne pas évoquer la mine, hein, qui fait partie aussi de l'histoire de cette commune et de ce secteur-là de notre communauté de communes. Donc je crois que tout ça, il faut aussi savoir le mettre en avant, et d'ailleurs ici, vous avez très bien su le faire. Grâce à ça, on a pu aller chercher un certain nombre de labellisations. Donc nous sommes grand site d'Occitanie. Vous aviez peut-être entendu parler à l'époque des grands sites de Midi-Pyrénées qui avaient été mis en place. Il y en avait 24. Il y en a 40 en Occitanie. Il ne faut pas croire que ce soit automatique. Hein. Il faut aller la chercher, la labellisation. On a la chance d'avoir des équipes qui ont bien travaillé sur le sujet, mais on a surtout la chance d'avoir des communes et des associations qui ont fait le boulot auparavant pour qu'on puisse avoir cette reconnaissance qui nous permet de nous retrouver donc sur des parutions qui sont nationales, sur des spots de télévision, sur des salons, sur un certain nombre de sujets comme ça, avec notre ville-centre, bien sûr Figeac, mais avec plusieurs exemples autour qui nous permettent de faire la promotion de notre territoire sans que ça nous coûte. Un autre sujet aussi qui a été développé à partir de la ville de Figeac, qui était une ville d'arrêt d'histoire, on a souhaité l'élargir à l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, c'est toute la communauté de communes qui est pays d'arrêt d'histoire. Il y a des animations qui sont portées par les équipes de la communauté de communes. Donc il y a une exposition itinérante. Vous pouvez la demander dans vos communes, hein, elle peut aussi se poser chez vous. Et puis il y a des animations avec des visites de villages ou des choses comme ça, qui je crois retiennent, effectivement je crois, j'en suis sûr, hein, retiennent à chaque fois l'attention d'une centaine de personnes, hein, puisque c'est à peu près la jauge à chaque fois qu'il y a des visites. Et qu'on soit autochtone ou qu'on soit habitant du territoire, je crois que tout le monde y trouve son compte. Une autre caractéristique qu'il faut mettre en avant, c'est le fait qu'on soit bassin de formation. En fait, on a un bassin de formation qui s'est construit en fonction des besoins, mais qui aujourd'hui est assez intéressant. On a plusieurs BTS, donc dans les 3 lycées que nous avons sur le Grand Figeac, donc le lycée agricole, le lycée Champollion, le lycée Jeanne d'Arc. Nous avons aussi des BTS d'ailleurs à la Capelle Mariole au centre de formation d'apprentis agricoles, donc quand même une belle offre. Un IUT avec 450 étudiants, 3 départements, hein, ce sont les carrières sociales, le génie mécanique et puis les techniques de commercialisation. Donc 450 étudiants qui viennent d'un peu partout, mais aussi du secteur. Hein, on ne les choisit pas d'ailleurs, en fait, ils ne sont pas choisis par rapport à leur appartenance géographique, mais
ça peut donner l'occasion à des jeunes du secteur d'éviter d'aller faire des études très loin, et je crois que c'est, par les temps qui courent, quelque chose qui est important. L'Institut de formation de soins infirmiers, donc l'IFSI, qui est en place depuis maintenant une petite dizaine d'années, sur 2 diplômes, le diplôme d'infirmier et le diplôme d'aide-soignant, qui remplit bien d'ailleurs, et qui nous permet de pourvoir aux besoins locaux, puisqu'on a un hôpital, on a aussi l'Institut Camille Réalin, qui est un employeur important, et toutes les infirmières ou les infirmiers qui travaillent sur le secteur. En fait, je crois que ça c'est important. Et moi j'ai mesuré aussi l'importance quand il a ouvert, parce que ça c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait tout de suite interpellé, mais des gens du territoire qui, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir aller faire ce type d'école quand ils étaient jeunes, le font en seconde carrière, ou du moins à 30, 35 ou 40 ans. Et le fait que cet institut de formation soit ici leur permet de pouvoir monter en compétences et d'aller sur quelque chose de diplômant, alors que s'il fallait partir à Toulouse ou ailleurs, ils auraient eu du mal à le faire. Donc je crois que on a la chance d'avoir un outil comme celui-là ici. Et demain, donc, je vous l'ai mis, le centre de formation de l'industrie, le CFI. Alors ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis très longtemps, avec la Mécanique Vallée. Donc la Mécanique Vallée, c'est un regroupement d'entreprises, ils sont à peu près 200, qui travaillent ensemble sur des questions qui peuvent être des questions de marché, de main-d'œuvre, mais aussi de formation. Et c'est devenu un sujet récurrent. Donc ces entreprises, elles sont de Rodez jusqu'à Limoges. Et c'est vrai que Figeac est souvent cité comme étant au centre de cette Mécanique Vallée. Et le sujet du centre de formation de l'industrie, qui est porté par ces sociétés, devait trouver un point de chute. Sincèrement, je suis très heureux qu'on ait pu l'accueillir ici, mais si on n'avait pas la communauté telle qu'elle est construite aujourd'hui, jamais nous n'aurions pu porter ce centre de formation de l'industrie. Pourquoi ? C'est très simple, c'est parce qu'ici, on n'attire pas d'investisseurs, on n'attire pas de promoteurs immobiliers. Si on n'avait pas fait la communauté pour pouvoir porter ce projet, c'est quand même 3 500 000 € d'investissement sur l'immobilier, le centre de formation de l'industrie, il sera à Brive. C'est évident, parce qu'à Brive, ils ont toutes les facilités pour attirer des promoteurs. Donc, il se serait construit à Brive, et demain, donc l'attractivité aurait été encore plus forte sur le secteur de Brive, et nos entreprises auraient eu certainement un peu plus de difficultés pour aller faire former leur personnel à Brive. Donc je suis très heureux que ce soit ici. C'est un centre de formation de l'industrie qui va accueillir à peu près 200 personnes formées, soit des formations adultes, soit quelques formations continues sur l'année. Il sera géré donc par l'Union des métiers de la métallurgie, l'Union interprofessionnelle des métiers de la métallurgie. Donc ils ont déjà un centre qui gère à côté de Toulouse, à Beauzelle, un centre également ici dans l'entreprise Figeac Aéro, et donc demain tout sera regroupé, pas Beauzelle, mais celui de Figeac Aéro en tous les cas, sera regroupé à Cambes pour pouvoir servir l'ensemble des entreprises de la Mécanique Vallée. Donc je crois que ça fait partie des belles réussites. Je vous l'ai dit, c'est un investissement de 3 700 000 €. Nous avons réussi à mobiliser des aides de la part de l'État et de la région et de l'Europe. Le reste à charge sera évidemment remboursé par l'exploitant sur une durée de 20 ans. Donc c'est une opération qui ne coûte rien à la communauté de communes, mais qu'il faut quand même porter. Voilà. Ensuite, on avait voulu évoquer quelques sujets là autour du potentiel touristique et tout ce qui entoure l'aspect du bien vivre au pays. Donc on l'évoque pas souvent, mais l'aspect naturel est un atout considérable sur lequel beaucoup reviennent désormais. L'aspect patrimonial, je l'ai déjà évoqué, mais ici, pour développer notre tourisme, il faut d'abord compter sur le patrimoine, plus que sur les plages. On n'a pas la plage, on n'a pas la montagne, donc le patrimoine est un élément tout à fait intéressant. De la même manière, la gastronomie et la convivialité, mais ça, c'est des valeurs qui sont chevillées au corps des habitants de ce territoire. Un autre sujet qu'on a plaisir aussi à mettre en avant, parce qu'on ne l'avait pas fait au début de notre présentation d'ailleurs, mais c'est la qualité de l'air. Tout simplement parce qu'il y a un organisme qui s'appelle l'Oramit, qui mesure la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Occitanie. Et il se trouve que nous sommes toujours dans les premiers. Mais il se trouve que sur les derniers relevés, nous sommes premiers. Donc de toute l'Occitanie, sur les relevés qui ont été faits, y compris d'ailleurs sur les pollutions chimiques, et notamment, aidez-moi si j'ai oublié le terme, voilà,
ils ont évalué et mesuré la pollution par les pesticides, nous sommes tout premiers. Et si vous allez voir d'ailleurs sur le site ce qu'il en est de l'état de l'air sur la région Occitanie, vous verrez qu'il vaut mieux habiter notre secteur que les secteurs beaucoup plus urbains, et notamment les métropoles, et ça fait partie des atouts, il faut qu'on en parle parce que je crois que c'est important. De la même manière, le ciel nocturne, qui est un élément et un marqueur fort de la qualité de l'air et de la qualité de l'environnement sur le secteur. Il y a le triangle noir sur le secteur du COS, mais il y a aussi beaucoup de villages qui cherchent à acquérir le label village étoilé. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille d'ailleurs dans le cadre de la compétence éclairage public à essayer de baisser l'intensité de l'éclairage et voire le supprimer ou l'éteindre d'un coup. Après, j'ai voulu aussi évoquer avec vous et devant vous des opportunités qui nous ont paru importantes à saisir, mais qui par contre ont fait pour certaines couler beaucoup d'encre. Donc, moi je n'ai rien sous le tapis, je l'évoque sans aucune difficulté, puis après vous me poserez des questions s'il y en a. À commencer par le Viguier du Roi. Donc, le Viguier du Roi, ça a rempli les colonnes donc, de certains journaux. C'est un établissement qui s'est... c'est un château qui se trouve en dessus de la plage Napoléon à Figeac, que personne ne connaît malheureusement parce qu'il a été fermé au public à tous. On l'a ouvert là, pendant 2 week-ends pour organiser des visites, et il y a eu près de 3000 visiteurs d'ailleurs, ça a été assez remarquable, donc vous avez quelques photos. Voilà. Donc ce bâtiment, qui est certainement un des patrimoines les plus remarquables du secteur, s'est trouvé à la vente, et la communauté de communes a en fait ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire que sur un certain nombre de bâtiments, on peut préempter, c'est-à-dire bénéficier de la vente au même tarif, mais à la place de celui qui se portait acquéreur. Nous avons donc, quand nous avons vu que cet établissement, fait que ce bâtiment était à vendre, nous avons donc choisi de faire valoir notre droit de préemption. Nous avons évidemment réfléchi à un projet, parce que s'il n'y avait pas eu de projet, il n'y aurait pas eu de sujet, à un projet pour savoir comment est-ce qu'on pouvait exploiter ce lieu. Ce lieu avait été exploité précédemment en tant qu'hôtel et restaurant, sur un modèle d'une vingtaine de chambres. Malheureusement, les gestionnaires n'ont pas pu continuer l'activité pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, on a cherché à monter un projet, et aujourd'hui, ce que je vais vous dire, donc, qui va être signé le 15 mars prochain, puisque nous allons signer l'acquisition du bâtiment le 15 mars, et le même jour, la signature du bail amphithéotique avec la société que nous avons trouvée pour exploiter le lieu. Donc, ce bâtiment, nous allons l'acheter 1 500 000 €. Je vous passe les quelques milliers d'euros qui dépassent, mais en fait, c'est à peu près 1 500 000 €. Nous avons réussi à mobiliser pour cette acquisition un peu plus de 900 000 € d'aide. C'est l'État, la région et le département. Je sais que ce sont des aides publiques, donc c'est de l'argent, c'est notre argent, c'est de l'argent public, mais je sais aussi que s'il ne va pas là, il va ailleurs. Là aussi, il faut qu'on en ait conscience, l'argent public, quand il est bien utilisé, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc il reste, comme vous pouvez le voir, 600 000 € à charge. Nous avons donc cherché un exploitant, donc l'exploitant c'est le groupe Cité Hôtel, qui est un groupe familial, il y a la mère et 3 enfants, qui exploite exactement ce type d'équipement aujourd'hui à Carcassonne. Donc si vous passez à Carcassonne, allez faire un tour, ça s'appelle l'hôtel de la Cité, c'est facile à retenir. Ils ont aussi l'hôtel des Consuls à Toulouse, qui est en plein centre de Toulouse. Ils ont d'autres hôtels à Carcassonne dont j'ai oublié le nom, et un autre à côté de Perpignan. Donc il y a un savoir-faire, il y a une gamme qu'ils sont habitués à exploiter. Et là, le modèle qu'ils souhaitent mettre en œuvre, en fait, nécessite qu'ils puissent avoir 30 chambres. Il y en a 21 aujourd'hui, donc ils vont porter des améliorations, et ils vont investir entre 2 500 000 et 300 000 € pour créer les 12 chambres supplémentaires. Donc sur ce bail amphithéotique, nous allons demander au groupe Cité Hôtel une redevance annuelle de 40 000 € sur 28 annuités. Donc si vous faites le calcul, vous verrez que la communauté qui devait chercher à financer 600 000 € va finalement retrouver beaucoup plus
beaucoup plus que ça sur la période, évidemment avec le risque si jamais l'entreprise fait faillite, si jamais, etc. Mais en tous les cas, je crois que nous avons affaire à une entreprise qui a du savoir-faire, qui est sérieuse. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ça sera un hôtel Mercure, franchisé par le groupe Accor. Et dans le même temps, ils reprennent aussi le restaurant La Digne du Viguier, que peut-être vous connaissez. Ils reprennent le restaurant, mais ils reprennent aussi le personnel, qui aujourd'hui d'ailleurs est déjà dans le contingent du groupe Cité Hôtel. Et ils vont embaucher une quinzaine de personnes pour faire tourner l'ensemble. On est sur une gamme de produits qui n'existait pas aujourd'hui sur le bassin du Figeac, c'est du 4 étoiles. Et leur étude marketing a été faite en fonction de ça, sachant qu'ils ont aussi la capacité à faire la publicité de Figeac en même temps qu'ils vont faire la publicité de ce qu'ils exploitent déjà, ce qui leur permettra, je l'espère, de trouver l'équilibre, mais a priori, on n'a pas fait ça tout seul sur le coin de la table, on a fait aussi faire une étude par la CCI, c'est quelque chose qui a été, comme vous pouvez l'imaginer, assez abouti. Donc voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et puis encore une fois, les chiffres que je vous donne, j'ai oublié de le dire, mais ils sont vérifiés par la Cour des comptes, et les chiffres que vous trouvez dans certains journaux, parfois ne le sont pas. Donc il faut aussi que vous en ayez conscience. Moi je vous donne la véracité, parce qu'après je sais, et comme ces jours-ci on a un contrôle de la Cour des comptes, je peux vous assurer que je sais de quoi je parle. Donc voilà pour l'hôtel Villiers, mais vous pourrez revenir après aux questions si vous en avez. Ensuite, j'avais voulu mettre également des entreprises de fleurons, parce qu'on a la chance sur notre bassin d'avoir des entreprises qui ont eu la bonne idée de mettre le nom de la ville-centre dans leur dénomination, la Rati Figeac, Figeac Aéro par exemple, il y en a d'autres, mais ça nous aide beaucoup à nous faire reconnaître loin de nos frontières, et en plus c'est gratuit. Donc c'est quand même intéressant pour notre secteur. Un autre projet de pilote que nous avons voulu mettre en œuvre, mais je vais laisser Jean-Pierre en parler, c'est le projet de pilote que nous avons porté sur la vigne, qui est assez particulier, mais là aussi, certains m'ont fait croire que les élus voulaient s'offrir un petit vignoble, ou je ne sais pas quoi. L'idée, c'est pas du tout celle-là, c'est au contraire, Jean-Pierre va vous l'expliquer, mais de faire quelque chose de très participatif qui puisse nous aider et aider l'agriculture de notre territoire. Ce projet de vignoble, c'est un projet qui a été initié par Grand Figeac, c'est un vrai projet de territoire. L'idée, c'est de reconstituer un vignoble qui avait disparu sur notre territoire, puisque avec le phylloxéra, toutes les lignes ont crevé, quoi. Et donc personne n'a replanté derrière, alors que d'autres régions comme Cahors, Bordeaux, qui avaient été aussi touchées par le phylloxéra, mais bien sûr, ont replanté des vignobles. Donc on a eu l'idée, après expertise, de créer puisque ce n'était pas Grand Figeac qui voulait porter pour lui un projet comme cela. Donc on a essayé de trouver une structure qui pouvait porter ce projet, et donc c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été constituée, et elle a la particularité de réunir au capital donc des collectivités et puis des privés, aussi bien des entreprises que des particuliers, des citoyens, et qui donc porteront ce projet de reconquête du vignoble. Donc c'est une implantation de 5 hectares à la Vinadi, sur des terrains de la région Occitanie qui ont été mis à disposition Grand Figeac et donc après à la SIC. Et donc il sera planté 5 hectares de vignes, puis derrière construire un chai et donc commercialisé par la SIC. Et l'idée, c'est vraiment que d'autres producteurs, avec cette structure qui sera une couveuse, donc on peut appeler ça une couveuse ou une pépinière, comme on peut, pourront venir s'agréger à ce projet et donc planter chez eux de la vigne et utiliser bien sûr toute la notoriété de la SIC par le biais de la marque, par le biais de la qualité du vin, par le biais aussi des professionnels qui seront sur place, puisqu'on aura embauché un salarié qui s'occupera de la culture, qui s'occupera aussi de tout ce qui est vinification et tout ça, donc d'apporter justement cette technique qui aujourd'hui a complètement disparu sur notre territoire. Donc aujourd'hui on est 330 adhérents à cette société coopérative, le capital est toujours ouvert, donc n'importe qui peut encore prendre du capital pour devenir sociétaire. Et donc derrière aussi l'idée, c'est qu'on relance
peut-être par le biais de cette structure ou sur le même principe, des productions qui ont peut-être disparu. On pourrait imaginer de la châtaigne, de la pomme, des fois, sur le ségala, des choses comme ça, ou d'autres productions, mais justement toujours liées à cette valeur ajoutée pour créer de la valeur ajoutée au territoire et bien sûr pour que des agriculteurs puissent continuer à vivre de cette économie sur notre territoire. Tu as donné les cépages ou pas? Non, je ne sais pas. Il te faut donner les cépages, vous pouvez retenir les 3M, de toute manière, c'est un assemblage de Merlot, donc c'est le cépage du Bordelais, le Malbec, le cépage du Cahors, et après du Mansois, le cépage du Marcillac. Donc 40 pour le Merlot, 40 pour le Malbec et 20 pour le Mansois. Et un peu après de Muscat d'Alexandrie. Bon, ça c'est plutôt pour le business, un peu par rapport à la cuvée de Champollion qu'on pourrait imaginer voilà, dans un futur. Il reste à peu près 60 ou 65 hectares de vignes sur le territoire. Non, mais ça a été, mais par contre, bon, c'était des productions à faible rendement, parce que quand on voit où elles étaient à Mécoto, voilà. Moi, je n'ai pas dit que c'était à la piquette. En tous les cas, l'assemblage qu'on met en place, on l'a goûté. Il faut dire aussi qu'il était, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y avait un producteur qui était sur ce modèle-là, à Capdenac-le-Haut, au domaine de Sully. Malheureusement, il n'a pas eu de suite, mais voilà, donc c'est le même assemblage. Voilà. Et l'idée, c'est que derrière, si des agriculteurs... c'est d'avoir le même produit. Hein. L'idée, c'est qu'on a lancé cette opération, mais s'il y a des agriculteurs qui s'inscrivent dedans, il faudra aussi que ce soit sur le même ratio dans le cépagement. Voilà. Et donc ensuite, le dernier projet, alors celui-là, il a réuni aussi pas mal de manifestants lors de notre dernier conseil communautaire, parce que je comprends que ça puisse en interpeller certains sur le sujet, mais c'est le projet de la voie verte. Alors, la voie verte, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à l'origine, en fait, c'est un projet qui avait pour idée une voie verte sur l'ancienne voie ferrée Cahors-Capdenac. Sincèrement, si le projet n'avait été que celui-là, moi je ne l'aurais pas défendu avec le même intérêt. Là, on a changé de dimension et on s'inscrit en fait dans un projet de voie verte qui partirait du mont Lozère, à Lozère donc, jusqu'à l'Atlantique. Et donc, forcément, c'est un produit touristique qui n'a plus rien à voir avec juste un Cahors-Capdenac. Nous, l'idée qu'on a, c'est que notre secteur, parce que beaucoup parlent en fait de Cahors-Capdenac. Moi, je suis à peu près convaincu que dans ce schéma, il va se faire plus dans l'autre sens, c'est-à-dire de Capdenac à Cahors. Et je crois que comme pour l'agriculture d'ailleurs, comme pour notre industrie, il faut qu'on soit sur quelque chose d'excellence si on veut garder de la valeur ajoutée. Donc on a cherché un itinéraire qui soit le plus abouti et le plus joli possible. On a donc négocié avec le département, parce qu'en fait c'est le département du Lot qui met en place un syndicat mixte pour porter cet investissement, parce qu'il traverse plusieurs communautés de communes du Lot. Et on a négocié avec le département pour qu'on puisse aller sur quelque chose de très qualitatif. Donc la voie verte va arriver depuis l'Aveyron. Donc, alors, je ne me trompe pas, mais je pense que ça passe à Aspria, non c'est ça, hein. Je ne peux pas me tromper ici devant l'Aveyronais. Hein, voilà. Hein, ça passe difficilement, mais ça passe à Aspria. Aspria, Capdenac-Gare, et donc on arrive en fait à Capdenac-Gare sur la rive gauche, c'est-à-dire côté ville. Le problème, c'est qu'il faut traverser le Lot à un endroit. Donc, on a négocié avec le département et on est rentré en négociation avec la SNCF. L'idée, c'est d'accrocher un ouvrage au pont ferroviaire métallique que vous avez après la sortie de Capdenac, direction des Cases Vides. Ce pont n'a rien de remarquable, si ce n'est que vous êtes bien renseigné, c'est un pont Eiffel. Donc, premier élément patrimonial assez intéressant. De là, donc, on redescendrait sur la voie communale qui est entre la route départementale et le Lot, sur un petit kilomètre, pour aller chercher après un autre élément de patrimoine remarquable, que peu de gens connaissent, mais il s'agit en fait du tunnel Batelier, qui a été créé en 1862, très peu utilisé parce que la voie ferrée est arrivée à Capdenac en même temps, et qui reste quand même un ouvrage remarquable et qui marquerait véritablement l'entrée sur notre territoire. Donc, de cet ouvrage qu'on traverserait, comme vous pouvez le voir en bas à droite, on continuerait après sur l'ancien chemin de halage
rive droite du Lot. Alors là, vous êtes en dessous la route départementale quand vous avez Cap-de-Naclo en haut à gauche et que vous allez vers Cap-de-Nacar, c'est en bas là-bas à droite. Donc on suivrait rive droite du Lot pour aller chercher en fait la voie ferrée qui commence au village du Soulier, donc un peu plus loin. Et là, on monte sur la voie ferrée, sur l'ancienne voie ferrée, pardon, jusqu'à Cahors. On a un autre point aussi particulier que j'ai négocié avec le département, c'est le passage au fond de la descente de la Madeleine, où là, on a négocié de pouvoir avoir un passage souterrain. Parce que là, c'est un peu coupe-gorgé quand même. Donc, on a négocié ça. Le département est OK. Donc, aujourd'hui, on a délibéré, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il y a un mois de cela, pour qu'on puisse s'engager dans ce projet. C'est évidemment un projet de long terme, mais je crois que ça peut nous apporter, de la même manière que les chemins de Saint-Jacques ont pu apporter à notre territoire, mais là, on est un peu sur le même sujet. Donc, c'est dans cet esprit qu'on l'a construit. Mais encore une fois, c'est un projet qui va prendre plusieurs années à aboutir, mais qui me semble très structurant pour notre territoire. Voilà un peu pour les éléments essentiels et qui nous paraissaient être les points forts du territoire. On va poursuivre la présentation. Tout d'abord, le fonctionnement décisionnel. Donc, derrière moi, la diapo présente tout le processus qui aboutit à la prise de décision au niveau du Grand Figeac, donc décision qui est prise par le conseil communautaire, qui est l'instance décisionnelle de la collectivité, qui est composée des 126 conseillers communautaires issus des 92 communes, et qui se réunit tous les mois pour examiner toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Ce conseil a délégué une partie de son pouvoir à l'exécutif. Donc l'exécutif, c'est le président et ses 15 vice-présidents qui assurent par délégation toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, donc les ressources humaines, la compta et l'exécution du budget. Alors cet exécutif, il se réunit toutes les semaines, donc à un rythme très régulier pour assurer toute la circulation d'informations et la bonne fluidité aussi de toutes les décisions. Pour parfaire cette préparation, le bureau, qui est une émanation donc, de 39 conseillers communautaires, se réunit préalablement pour débattre, examiner les décisions, les amender et en proposer de nouvelles. Et donc c'est là que, au-delà de cet aboutissement finalement en termes de délibération, tout le processus qui permet de mettre en place des politiques au niveau du Grand Figeac se fait au sein de commissions. Donc vous voyez deux types de commissions qu'on pose aujourd'hui, permettent de travailler de cette manière. Des commissions thématiques qui sont très classiques dans les collectivités, donc des commissions qui regroupent une ou plusieurs des compétences du Grand Figeac, on les verra un petit peu plus loin. Ces commissions, elles sont composées entre 40 et 50 membres, elles se réunissent à peu près tous les trimestres. Par exemple, en début d'année, comme en ce moment, elles se réunissent pour préparer le budget de la compétence en question, mais elles se réunissent régulièrement aussi pour proposer et concevoir de nouveaux projets sur les compétences en question. Ce qui est moins classique, c'est le fonctionnement en commission territoriale, donc 6 commissions territoriales pour le Grand Figeac, pour les 6 secteurs qui composent le territoire, donc vous les voyez sur la carte. Ces secteurs sont sous l'autorité d'un vice-président. L'objectif, c'est de faire un travail plus transversal au sein de ces commissions, justement pour ne pas se limiter à des approches thématiques, mais plutôt territoriales, avec des projets qui sont d'intérêt communautaire, mais qui sont plus en prise avec des problématiques plus locales et plus... ces secteurs correspondent à des bassins de vie, donc avec forcément des spécificités et des besoins particuliers. Donc ça, c'est une volonté aussi spécifique à notre collectivité, de par notamment sa taille. Au regard de cette organisation, bien sûr, il y a du personnel, il y a une administration. Donc aujourd'hui, le Grand Figeac, c'est 220 agents permanents. Donc, on monte à peu près à 250 agents en unité, puisqu'on vous verrez, on a des compétences, notamment au niveau des piscines, qui nécessitent d'augmenter le personnel. Donc aujourd'hui, le Grand Figeac, c'est une organisation au sein d'une direction générale, donc Jérôme François de DGS et 2 DGA. Derrière nous, il y a une équipe qui assure les fonctions de support pour à peu près 15 personnes. Ce sont les ressources humaines, la comptabilité, les services juridiques, informatique, donc une équipe, et ensuite 5 grandes directions qui assurent l'exercice de toutes les compétences de la collectivité.
Donc on retrouve le pôle aménagement urbanisme, donc ça c'est une direction qui s'occupe de tous les documents d'urbanisme, hein, donc l'élaboration mais aussi l'instruction de tous les documents, permis de construire, certificat d'urbanisme. C'est également dans cette direction qu'on assure la gestion de l'aménagement des cœurs de village, le transport à la demande, le développement du numérique et l'habitat. Deuxième direction, le pôle développement. Donc ce pôle développement, c'est celui qui assure tout le développement économique du territoire. Le Grand Figeac, aujourd'hui, ce sont 20 zones d'activité, et c'est le Grand Figeac qui assure l'aménagement, également la commercialisation de ces zones, c'est-à-dire l'accueil d'entreprises, y compris parfois l'immobilier d'entreprise qui est nécessaire. C'est également ce pôle qui s'occupe de la politique agricole, on en a parlé, le développement forestier, le développement touristique, également le développement durable. Le pôle culture, donc lui, assure les deux grands métiers autour du patrimoine, donc un service qui est commun avec la ville de Figeac et qui assure l'animation, on l'a évoqué tout à l'heure, du pays d'art et d'histoire. Donc, grosso modo, c'est la valorisation de notre patrimoine et sa conservation, donc avec un travail étroit avec les bâtiments de France notamment. Et puis un deuxième métier autour de l'offre culturelle. Donc l'offre culturelle, c'est le réseau des médiathèques, bibliothèques au niveau du Grand Figeac, l'offre de spectacles, les cinémas et les écoles de musique. Le pôle enfance-jeunesse lui assure la coordination et le portage même de 2 crèches, des espaces jeunes, et puis l'animation du contrat local de santé, donc une politique très spécifique à notre collectivité, notamment un centre de santé avec des médecins qui sont salariés du Grand Figeac sur la partie nord du territoire. Et enfin le pôle technique, donc lui assure toute la compétence voirie, ordures ménagères, l'éclairage public, le SPAN, donc sur l'assainissement non collectif, et puis tous les bâtiments communautaires, dont en particulier les équipements sportifs, puisqu'aujourd'hui nous avons 7 piscines communautaires et 2 stades d'intérêt communautaire, donc un gros patrimoine immobilier. Donc, ce qui est important aussi de noter par rapport à notre organisation et le choix qui a été fait, c'est de conserver toutes les implantations au plus près des besoins. Donc, sur cette carte, vous voyez plein de petits symboles. Ces symboles représentent des services et des agents du Grand Figeac qui sont bien toujours auprès de la population et des besoins auxquels ils répondent. Et donc ça, c'est une volonté aussi particulière. Certaines communautés ont fait le choix, au contraire, de rassembler les services, de les concentrer en certains endroits. Pour notre part, c'est un choix politique fort aussi de le maintenir. Ensuite, on a voulu lister, remettre à plat aussi, parce qu'elles ont beaucoup évolué ces dernières années, alors, soit par l'évolution de la collectivité, mais aussi par la loi, les compétences exercées par le Grand Figeac. Donc aujourd'hui, le Grand Figeac, comme toutes les communautés de communes, exerce 2 sortes de compétences. D'une part, les compétences obligatoires, donc c'est celles qui sont sur la partie gauche. Ces compétences, elles sont prévues par la loi. Toutes les communautés de communes de France exercent ces compétences. Donc c'est l'économie, l'urbanisme, donc je vais citer de la conception, de la planification jusqu'à l'instruction, la collecte et le traitement des ordures ménagères, l'aire d'accueil des gens du voyage qui donc sur notre territoire est situé à Figeac, la GEMAPI. Donc la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc ça, c'est une compétence que l'État a assurée jusqu'à l'année dernière et a récemment transférée aux collectivités. Et nous préparons ce que la loi prévoit aussi potentiellement à partir de 2020 et au plus tard en 2026, c'est-à-dire le transfert de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que les services d'accueil au public, donc c'est l'IMSAP. Donc ça, c'est le socle. Toutes les communautés de communes de France exercent les mêmes compétences. Ce qui est particulier, spécifique au Grand Figeac, c'est toutes ces compétences qui sont donc sur la deuxième colonne, qui sont le fruit de l'histoire, mais aussi le fruit d'une démarche volontaire des communes de transférer au niveau intercommunal ces compétences pour les mutualiser et, on l'a évoqué tout à l'heure avec le coefficient d'intégration fiscale, les consolider aussi financièrement. Donc je ne vais pas toutes les lister, mais vous voyez, elles sont assez nombreuses et pour certaines très spécifiques, notamment par exemple le numérique, vous l'avez cité, Président, mais également la santé, qui sont nécessaires sur des territoires comme les nôtres. On a ensuite fait un petit focus justement sur les compétences et le transfert. Donc le transfert de compétences, on entend souvent, des compétences exercées au niveau communal sont passées au niveau de la commune. D'ailleurs, de nouvelles compétences sont créées. Donc comment ça fonctionne concrètement quand cela se produit? Donc, dans un premier cas, la compétence existait au niveau de la commune.
C'est le cas des piscines par exemple. Donc une piscine communale devient une piscine communautaire. Comment ça se passe concrètement? Au moment où le choix du transfert est fait, bien sûr un recensement de ce que représente la compétence, en l'occurrence l'équipement, est fait. Donc les moyens humains qui sont dédiés, le bâtiment lui-même, les services associés, les recettes qu'il génère, les emprunts qui sont encore éventuellement en cours. Tout cela est bien recensé et au moment du transfert est transféré au niveau de l'intercommunalité. À partir de ce moment-là, la commune n'a plus le droit d'intervenir sur la compétence ou l'équipement, c'est la communauté qui le gère et qui gérera aussi les évolutions nécessaires sur cette compétence ou sur ce bâtiment. Le bâtiment est pris dans un état, s'il faut le moderniser, c'est la communauté qui assurera la suite. Dans ce cas-là, au bout du compte, il y a un jeu de vases communicants. Les ressources fiscales que la commune prélevait pour faire fonctionner cette compétence ou cet équipement sont transférées au niveau de la communauté et de fait, le budget communal baisse d'autant. Donc là, il y a une équivalence. Dans d'autres cas, il s'agit d'une compétence nouvelle, donc soit qui est nouvellement transférée à la communauté. J'ai parlé de la GEMAPI par exemple, c'était pas une compétence qui était exercée au niveau communal, c'est l'État qui l'exerçait directement. Ou le centre de santé par exemple, c'est un nouveau service qui est créé au niveau intercommunal. Dans ce cas-là, c'est une compétence nouvelle et donc les ressources nouvelles sont recherchées et donc créées par la fiscalité. On l'a vu, notre ressource et fiscale au niveau de l'intercommunalité. Voilà, ça nous semblait important aussi de rappeler ces mécanismes, ce qui ensuite nous permet d'aller vers le budget. Donc le budget du Grand Figeac, donc en ce moment il est en élaboration pour le budget 2019. Les orientations budgétaires seront présentées la semaine prochaine et le budget voté en avril. Donc là on a mis les chiffres 2018. Donc aujourd'hui le Grand Figeac c'est un budget de l'ordre de 57 millions d'euros. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est 34 millions d'euros de fonctionnement et à peu près 23 millions d'euros d'investissement. Cette part de l'investissement, alors que nos ressources, on l'a dit au départ, sont relativement finalement en baisse par nos dotations, avec la contribution à la dette publique, globalement pourrait aussi impacter notre capacité à investir. Bien au contraire, le choix politique a été fait de continuer à investir et de conserver une part d'investissement significative, voire même en augmentation, puisque vous le voyez, en 2018, elle était en évolution de plus 23%, donc ça c'est une volonté forte de continuer d'investir. On a vu des exemples emblématiques. Ce qui est important aussi pour nous, et on le voit aussi, c'est important de le... C'est forcément quelque chose qui est observé, c'est l'évolution de la dette. Investir, c'est s'endetter. Aujourd'hui, la dette est totalement maîtrisée au niveau du Grand Figeac. La dette par habitant est en dessous de la moyenne française. Elle est de 179 € pour le Grand Figeac. Là, au niveau français, on est au niveau à peu près 184 €. Et ça reste un objectif, de conserver cette capacité d'autofinancement, mais aussi de maîtriser, voire même de faire réduire. Ce sera le cas cette année, notre endettement. La part de l'investissement reste chez nous importante, mais il faut bien se dire qu'on a beaucoup de chance. Donc on investit notamment sur nos zones d'activité pour pouvoir permettre à nos entreprises de se développer. Mais on a une chance par rapport à d'autres, c'est qu'elles sont créées, elles sont remplies. Malheureusement, il y en a beaucoup qui créent des zones d'activité et qui voient des entreprises beaucoup plus tardivement. Cette année, enfin en 2018, vous voyez qu'il y a plus 23% dans l'investissement, c'est aussi cyclique. Là, ça correspondait à des investissements qui nous étaient demandés, notamment sur les zones de l'Aiguille et d'Herbe Molle. C'est pour ça qu'il y a une variation. On n'augmente pas chaque année de 23%. Je ne voudrais pas vous faire peur. Mais il y a des années où il faut amortir les coûts. Cette année, on aura aussi le CFI, le Centre de formation de l'industrie. Mais à chaque fois, c'est quand même des investissements qui ont des recettes en face. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Quand on fait une zone d'activité, on vend le terrain, donc ça c'est une première recette, mais généralement ça laisse quand même un déficit. Mais ce qui est important, c'est la contribution foncière des entreprises ou la contribution à valeur ajoutée des entreprises qui est reversée au Grand Figeac par rapport à l'outil de production qu'elles mettent en place. Et pour vous donner un ordre d'idée, la dynamique 2018, ça a été plus 600 000 €. Donc on voit bien que l'outil productif à l'échelle du Grand Figeac, il reste quand même dynamique. Et ça nous permet de pouvoir financer des investissements qui sont nécessaires
continuer d'équiper le territoire. Voilà, je voulais vous dire ça, et puis juste sur la dette, deux mots, on le mesure, la dette elle se mesure en fait en temps de remboursement. Donc nous sommes parmi les mieux situés puisqu'on est à 2,6 années. Si jamais il fallait rembourser la dette, il nous faudrait 2,6 années de fonctionnement pour le faire. Les plus importants sont à 13 ou 14 ans, et nous on est parmi les tout premiers. Donc je crois qu'il y en a sur toutes les communautés d'Occitanie, je crois qu'il y en a 4 ou 5 derrière nous qui sont mieux placés, et je ne sais plus combien après nous, mais on a vu ça ces jours-ci sur le budget, on est quand même relativement bien situé, sachant qu'en plus on a une particularité parce que nous on a la voirie, toutes les communautés n'ont pas la voirie, et forcément quand on a la voirie, on recourt pour 25% à l'emprunt sur la voirie. Et sachez aussi que cette année, 2019, pardon, on va se désendetter un peu puisque notre remboursement à l'emprunt baisse de 96 000 €. Donc on est quand même sur une dette parfaitement maîtrisée, comme a dit Sylvie. Ah ouais, c'est moi ça, pardon. Oui, alors on zoome sur la fiscalité. Pour vous expliquer que la fiscalité, en fait, c'est le produit d'une base multipliée par un taux. Le problème, c'est que nous, on vote les taux sans qu'on connaisse les bases. Donc, généralement, les bases nous sont communiquées après qu'on ait voté le taux. Donc, même si on vote des taux constants, suivant l'évolution de la base, le contribuable peut voir son impôt augmenter. Donc, ça, c'est toujours assez particulier comme exercice. Mais bon, c'est comme ça. Non, là aussi, c'est juste un petit rappel. Donc, pour vous dire qu'est-ce que perçoivent les différents niveaux de collectivité. Donc sur l'impôt sur les ménages, l'impôt sur les ménages va principalement donc au département pour ce qui concerne le foncier bâti, au grand FIJAC pour ce qui concerne les 3 taxes, la taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, et aux communes pour le reste. Pour ce qui est des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, donc ça c'est une taxe spécifique qui est affectée à un service. C'est-à-dire qu'on est obligé de prélever le montant du coût du service. Donc là, comme c'est le grand FIJAC qui organise tout le service, c'est le grand FIJAC qui bénéficie du produit de la taxe. Et concernant les entreprises, donc on a la région qui a une petite part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. De la même manière, le département. Et pour ce qui est de la part qui revient à la communauté de communes, c'est 7,6 millions d'euros sur la CVAE. Voilà. Donc la fiscalité du grand FIJAC, c'est à peu près 58% des recettes de fonctionnement. C'est un chiffre aussi, je ne veux pas vous noyer sur les chiffres, mais c'est peut-être des choses qui sont intéressantes à savoir.